Alors, donc à la ville de Paris, je suis responsable du pôle études qui se trouve dans un grand service qui s'appelle, comme vous le voyez dans ma signature, SRU, c'est l'acronyme de Service de la relation à l'usager. On est en charge d'assurer tout ce qui est relation à l'usager sur tous les canaux, que ce soit téléphonique, que ce soit évidemment au guichet, par mail, et on doit aider les directions, toutes les directions de la ville, et elles sont nombreuses, à améliorer et à fluidifier leurs relations avec leurs usagers et aider les agents aussi à travailler en bonne intelligence avec les usagers qui viennent vers eux. Donc, dans ce grand service de la relation à l'usager, on a, on va dire, un service vraiment très opérationnel qui est en contact direct avec les usagers, que sont par exemple le service du centre d'appel. On reçoit des millions d'appels, enfin des millions, j'exagère, en fait on reçoit 1 800 000 appels par an, ce qui est quand même déjà colossal. Et je pense que les chiffres de 2020 tourneront plutôt autour de 2 millions, 2 millions 2, puisque au fur et à mesure, les appels 2020 ont augmenté pour les raisons que vous connaissez, puisque les gens ne pouvaient plus aller au guichet, ou presque plus. Et on s'occupe bien sûr de tous les messages que les Parisiens nous écrivent pour avoir des informations vraiment opérationnelles de à quelle heure ouvre tel service, comment je peux m'inscrire au conservatoire, je n'ai pas réussi à accéder à tel service, comment vous pouvez m'aider, etc. Donc on a des dizaines de gens qui travaillent à assurer l'accueil des usagers. Et bien sûr, on est aussi dans une direction qui pilote les mairies d'arrondissement. Donc on a tous les guichets des mairies d'arrondissement dans tout leur domaine de compétences spécifiques administratifs, vous savez, l'état civil, les élections, les services sociaux, etc. Donc on est au cœur du réacteur en termes de relations à l'usager, puisque nous sommes la direction qui brasse, on va dire, le plus de contacts avec le Parisien qui a besoin de nous. On a une cellule, aussi un pôle d'accompagnement des directions pour améliorer leur qualité de service, la relation à l'usager et les parcours d'usagers. Et puis, on a ce pôle qui est le mien, études, qui fournissons à toutes les directions des résultats d'études sur leurs problématiques du moment, ou bien des résultats d'études, on va dire barométriques, puisque tous les ans, on mesure la satisfaction des usagers, ou bien je vais vous expliquer un certain nombre d'activités que nous avons dans ce pôle. Donc, on est, on va dire, comme un cabinet d'études en interne qui permet aux directions soit de nous commander des études et on pilote ces études directement et ils attendent leurs résultats, soit on peut les aider à concevoir leurs enquêtes parce qu'ils sont dans une phase de réflexion méthodologique, même en amont de ça, ils souhaitent faire une étude, ils ont une problématique et on les aide à transformer leurs questions opérationnelles sur un service qui ne fonctionne pas, par exemple, en questions d'études pour les mettre sur les bons rails, quelles questions se poser pour leur apporter des réponses qui vont les aider à prendre une décision. Alors, sur quoi on intervient je ne sais pas si je commence par les domaines d'intervention pour vous donner un peu de corps, ou est-ce que je vous parle tout de suite des méthodos? Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous voulez que je vous fasse déjà une sorte de petite série d'exemples de domaines dans lesquels on intervient? Oui, ça me paraît bien pour fixer les idées. Ça va donner un peu de corps. Alors, on a, à la ville de Paris, on va dire, 4 grands domaines d'intervention que sont le domaine purement administratif. Comme je vous l'ai dit, en mairie, on s'occupe de l'état civil, des élections, etc. On va dire que tout ça, c'est le domaine vraiment purement administratif. On a un domaine social, bien sûr, qui s'occupe de toute l'aide ou ce qu'on appelle dans notre jargon bénéficiaires sociaux qui ont besoin de notre aide, soit parce qu'ils veulent accéder aux aides de l'État, comme le RSA. Et donc, c'est à la ville de s'occuper de l'inscription des gens qui souhaitent obtenir des aides, soit des aides facultatives de la mairie,
qui sont donc toutes différentes en fonction des mairies de France. Et on aide en plus donc les usagers, en plus des aides de l'État, sur des besoins spécifiques, ponctuels. Ils n'arrivent pas à payer leur gaz, l'électricité, on les aide, etc. Donc, il y a toute une série de services sociaux. Et puis, on a le domaine de la culture, bien sûr, avec des conservatoires, on en a quasiment un dans chaque arrondissement, des bibliothèques, des musées, tout ça, des cours municipaux d'adultes, c'est plutôt dans le domaine des affaires scolaires. Voilà, donc ça donne un peu une idée des domaines d'intervention. Et puis bien sûr le sport, avec, on a des piscines, des stades, des gymnases, voilà. Donc tout ça, vous imaginez que ça fait des centaines de services. Le champ d'investigation pour un petit pôle étude comme nous sommes, puisque nous sommes que 6, est très vaste, et donc on ne peut pas intervenir sur tous les sujets, et on est plutôt focalisé sur des services, sur des problématiques, on va dire, transversales qui concernent plusieurs directions, ou bien sur des grosses réformes dans une direction où là, le secrétariat général va particulièrement se pencher sur le sujet et donc nous mobilise dessus. On ne peut pas faire toutes les études que les services ont besoin de réaliser. Alors, heureusement, depuis quelques années, alors je vous avoue que moi, quand je suis arrivée à la ville de Paris, c'était il y a 15 ans, les usagers ne savaient pas trop ce que c'était, les enquêtes encore moins, et surtout, si on en faisait une, ça suscitait, enfin, si l'idée fleurissait de faire une étude, ça suscitait tout de suite beaucoup de freins à l'égard chez nos partenaires. Ils avaient peur de susciter des désirs qu'ils ne pourraient pas remplir. Et ils imaginaient que de toute façon, ils allaient se faire taper sur les doigts pour mauvais services rendus à la population. Donc, on avait très mauvaise presse au départ. Et d'ailleurs, j'étais toute seule. Hein, j'avais pas un pôle, j'étais toute seule à faire des études. Et puis, au fur et à mesure, l'engouement a pris. Ils ont compris enfin que les études n'étaient pas uniquement que pour se faire taper sur les doigts, mais dégager des plans d'action correctifs dès qu'on voyait qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Ils ont compris que l'usager n'était pas qu'un emmerdeur et qu'éventuellement, il avait la possibilité d'exprimer des besoins que si on les écoutait, on pouvait les satisfaire et sans nécessairement embaucher des dizaines d'agents pour ça. On a compris que l'agent et que la formation de l'agent a ces besoins-là, la formation de l'agent à l'écoute de l'usager, la formation de l'agent à percevoir que parce qu'il va rendre un service de qualité, c'est gagnant-gagnant pour lui et pour l'usager, parce que la qualité de la relation en elle-même au moment précis où l'agent est en relation avec l'usager s'améliore. Tout ça, ça a pris une bonne dizaine d'années à s'implanter au sein de la ville à travers des programmes de qualité de service comme Quali-Paris, à travers toutes les enquêtes qu'on produit. Voilà, donc il y a eu toute une acculturation, une culture d'entreprise qui s'est faite, on va dire, sur ces 15 dernières années. Et vraiment, c'est le jour et la nuit maintenant, puisque c'est tout l'inverse. Hein, on ne frappe pas à notre porte tous les 4 matins pour nous demander des études. On ne peut pas faire face à tous les besoins. Et ce sont des choix souvent difficiles, mais on réoriente aussi nos partenaires en interne vers d'autres prestataires pour travailler en direct avec eux si c'est nécessaire. On a un apport vraiment méthodologique sur comment bien réfléchir au départ à nos questionnements et puis quelle méthode utiliser. Souvent, on a un service qui arrive et qui nous dit « Oui, bonjour, alors voilà, je sais que vous faites des études. Alors, on a un questionnaire, on voudrait faire un questionnaire, on a commencé à faire une trame. Et là, on découvre le désastre. Évidemment, ils ne savent pas rédiger un questionnaire et c'est bien normal, ce n'est pas leur job. Ils ne se sont pas posé les bonnes questions au départ et quand on leur tire les verres du nez, qu'on les fait mettre à plat leurs préoccupations, on s'aperçoit que leur besoin est beaucoup plus d'une étude quali parce qu'ils veulent comprendre. Ils veulent comprendre des choses, comprendre comment les usagers fonctionnent, pourquoi ils font ça, pourquoi ils ne font pas ça, pourquoi ils ne sont pas contents de ceci. Dès qu'une phrase commence par pourquoi ou comprendre, c'est du quali vers lequel on va se tourner, vers plutôt une approche qualitative, par entretien, par focus group, par observation sur site. Alors qu'ils ont pondu un questionnaire qui ne va pas leur apporter ces réponses-là.
Après, il ne faut pas être manichéen non plus, on peut faire des questionnaires et que les résultats nous apportent quelques éléments d'explication, de réponse à nos questions qui demandent des explications. Mais souvent, le questionnaire arrive plutôt à un moment où on a envie de mesurer, mettre un poids sur certaines préférences plutôt que d'autres, être un poids parmi toute la population parisienne. Est-ce qu'on est sur une majorité de gens qui veulent ceci ou qui veulent cela, ou est-ce que c'est une minorité qui se fait beaucoup entendre sur des réseaux ou sur des mails qu'on peut recevoir, et des fois, nous, on a l'impression que le problème est énorme, alors qu'en fait, ça occupe une petite partie de nos usagers, ça préoccupe une petite partie de nos usagers. Pour autant, ce n'est pas une raison pour ne pas répondre à leurs besoins, parce qu'il faut toujours aussi envisager que ces petites minorités peuvent être précurseurs de nouveaux besoins plus massifs dans l'avenir, et que aussi, même s'ils sont une minorité, cette minorité parle beaucoup, parce que les gens insatisfaits parlent 10 fois plus que ceux qui sont contents de nos services. Donc on a cette démarche, on va dire, de plus en plus marketing, opérationnel, pour améliorer nos services, et on influence le plus possible les services dans ce sens. Donc, toute la difficulté de la ville de Paris, c'est mettre en application les recommandations que nos études peuvent fournir. Pourquoi? Parce qu'on est tellement vaste. Quand on a une étude à faire sur les piscines, on n'est pas la piscine, je ne vais pas dénigrer les petites villes de province, mais bon, on n'est pas Vesoul, quoi. On n'a pas une piscine, on en a 38. Donc, quand il faut changer quelque chose sur la façon d'accueillir un usager dans une piscine, il faut le déployer dans 38 piscines. Idem pour les bibliothèques. On n'a pas une bibliothèque, on en a 70. Donc, avec des volumes comme ça, vous imaginez que chaque plan d'action, d'amélioration qui est mis en place se déploie sur des années, parce que ce sont des centaines d'agents qu'il faut former à une nouvelle façon de faire. Ce sont des dizaines de chefs de service qu'il faut sensibiliser à l'amélioration de leur service, etc. Donc, il faut être très patient à la ville pour voir les résultats de nos actions. Alors, on a d'autres satisfactions à court terme qui viennent compenser ce grand paquebot qui nécessite de longs mois, voire de longues années pour changer les choses. C'est qu'il y a des domaines dans lesquels, par contre, ça va très, très vite. Parmi les domaines d'intervention du pôle études, depuis 6 ans maintenant, on développe énormément les tests de services numériques. Vous n'êtes pas sans savoir, évidemment, que tout se digitalise, y compris les services publics. Et nous avons le devoir, nous, en tant que service public, de rendre nos services numériques les plus accessibles possibles pour tous les types de profils et d'usagers. Alors évidemment, c'est une promesse très pieuse d'imaginer qu'on sait bien que tout le monde ne va pas pouvoir utiliser nos services numériques, ne serait-ce qu'en raison des barrières de la langue, en raison de leur capacité à naviguer sur des services administratifs au niveau numérique qui peut effrayer beaucoup de gens. Il y a des tas de gens qui vont tous les jours sur Internet pour s'amuser sur les réseaux sociaux, mais qui n'iront jamais faire une démarche administrative sur Internet parce que ça les effraie et qu'ils sont beaucoup plus rassurés à l'idée d'avoir un agent qui les guide pas à pas sur ce qu'ils ont à faire. Quoi qu'il en soit, nos services numériques, du coup, ont plutôt, si vous voulez, l'objectif de se dire, allez, 80-20, c'est le fameux 80-20, on va essayer d'absorber 80% des besoins avec un service numérique pour libérer du temps des agents au téléphone ou en guichet pour s'occuper des 20% de la population qui n'a pas envie ou qui ne peut pas aller sur les services numériques pour faire leur démarche, ou bien qui ont une démarche trop compliquée pour être assumée par un service numérique qui doit être le plus simple possible et donc ne pas traiter tous les cas exceptionnels, tous les cas qui sortent un peu du cadre habituel. Donc, notre pôle, il a pour mission, parmi tous les domaines d'intervention, de faire des tests de services numériques. Et ces tests de services numériques, et bien sûr, elles peuvent se produire à différents moments. On peut avoir une très bonne idée de service numérique et on se dit, est-ce qu'on lance ou est-ce qu'on ne lance pas? Là, on peut nous saisir en nous disant, est-ce que vous pouvez nous faire une étude de test de concept? Est-ce que l'idée peut séduire les usagers? Et souvent aussi, est-ce que les agents sont prêts à accepter qu'il y ait un nouveau service numérique dans ce domaine-là?
Typiquement, les services sociaux, on a créé un service numérique il y a déjà 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, pour maintenir le lien entre les bénéficiaires sociaux et les agents. Levé de bouclier total auprès des agents qui ont dit « Ah mais non, mais vous vous rendez pas compte, les usagers ils sont pas connectés, de toute façon ils ne savent pas utiliser Internet et ça marchera pas, vous allez faire un truc qui sert à rien. » On va interroger, donc ça c'était le volet études agents, très réfractaire, et on va interroger les usagers, bénéficiaires sociaux. Alors déjà, on a fait une petite enquête quanti pour voir leur niveau d'équipement, et on s'est aperçu que les bénéficiaires sociaux sont très équipés au niveau numérique, la plupart du temps un téléphone portable, c'est leur seul lien avec le reste du monde, même quand ils sont SDF, ils font n'importe quoi pour garder leur téléphone portable. En termes de connexion, ils sont un peu moins équipés que la plupart de la population. On est autour de 75% de connexion Internet. Donc, déjà, on a battu en brèche un peu cet a priori de « Ah, mais ils n'ont pas d'outils, ah, mais ils n'ont pas de connexion, etc. » Et ensuite, on est allé interroger les bénéficiaires sociaux, là, en Cali, pour voir quelle était leur appétence à l'idée d'avoir un outil, d'avoir une appli qui les laissait en lien avec leur bénéficiaire social. L'idée, ce n'était pas de remplacer avec leur agent, leur assistant social. L'idée, ce n'était pas de remplacer l'assistant, mais de maintenir le lien entre deux rendez-vous, parce que c'était ça le problème, c'est que souvent, les bénéficiaires, ils viennent une fois, après, ils ratent le rendez-vous d'après parce qu'ils savent qu'ils devaient apporter des documents et ils les ont pas, ils les ont paumés, ou bien, voilà. Et donc, créer un outil qui leur permettait de fournir les documents plus facilement, de garder le lien, poser une question entre deux rendez-vous sans nécessairement attendre le prochain rendez-vous, etc. Et là, succès total, le concept, ils voulaient tous avoir cet outil-là parce qu'il manquait terriblement de lien avec leur assistant social entre deux rendez-vous. Du coup, on y est allé, on a développé, on a fait des maquettes, et là, ce n'était pas ma partie, donc c'est une démarche de design de service. Alors, des fois, j'en fais, mais ça, c'est une autre activité en dehors du pôle études. Enfin, je fais aussi du design de service pour définir un concept, les grands principes, la promesse d'un outil, la cible, les fonctionnalités qu'il doit y avoir sur ce service, etc. Et puis après, là, on réintervient en test. On a une maquette cliquable qui ressemble peu ou prou à ce qu'on pourrait faire dans la vraie vie. Et là, on y a des usagers, on les fait tester étape par étape, écran par écran, on leur dit de verbaliser tout ce qu'ils comprennent, tout ce qu'ils ne comprennent pas, pourquoi, à quoi ça sert d'après eux, cette fonctionnalité, etc. Et on revient en chambre pour améliorer cette maquette et on finalise un produit qui ressemble vraiment à ce que le service numérique pourrait être. Et là, on passe le bébé à la DSI, notre direction de l'informatique, pour qu'il développe l'outil. Et encore une fois, on peut à nouveau faire un test avant, au moment de la recette, ce qu'on appelle la recette, c'est-à-dire avant juste de mettre au service des Parisiens, on peut encore regarder si les gens comprennent bien les mots, les phrases, etc., que les services ont rédigé pour mettre en place le service. Voilà. Tout ça, c'est tout un parcours, on va dire. Et puis, évidemment, comme nous, on a commencé à développer des services numériques très tôt à la Ville de Paris en 2001, autant vous dire qu'on a des vieux coucous qui se trimballent sur notre offre de services numériques qui nécessitent d'être revus. Et là aussi, on m'appelle en me disant, est-ce que vous pouvez faire un test du service actuel qui est pourri pour voir quelles sont les attentes des usagers pour améliorer. Des fois, c'est des choses évidentes parce que justement, ils sont tellement obsolètes qu'on est passé à une autre ère du numérique depuis. Et puis d'autres choses, d'autres fois, on découvre vraiment des besoins qu'on n'avait pas envisagé de développer pour la mise à jour du service. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, j'ai balayé aussi bien les thèmes que la façon de travailler, puisque… Guy, on est arrivé quasiment. Et oui, on est à la fin. Et oui. Donc, peut-être un élément de conclusion. Eh bien, l'élément de conclusion, c'est que les études ont de beaux jours devant elles à la Ville de Paris, ça c'est sûr. La demande est de plus en plus forte et on est passé de 1 à 6. Donc voilà, je viens d'embaucher 2 nouvelles personnes. Une autre corde à notre arc qu'on a ajoutée depuis 1 an et demi, c'est l'analyse de données. Qui peut échapper à l'analyse de données aujourd'hui. Donc, on a mis en place un tableau de bord de suivi de la relation à l'usager. Et on a pris pas mal de temps pour réfléchir aux indicateurs qu'on devait suivre tout au long de l'année pour comprendre, non pas pour comprendre, mais pour avoir une photographie de l'état de santé d'un service en fonction de plusieurs indicateurs. C'est quoi les indicateurs pour la relation
usagers. Ce sont le nombre de gens qui frappent à notre porte, que ce soit par les services numériques au guichet ou par téléphone, le nombre de prestations qui nous sont demandées, combien d'actes d'état civil on nous a demandé ce mois-ci, combien on en a délivré à l'issue de la demande, en combien de temps, le délai de traitement. Les gens ont-ils été satisfaits? C'est aussi un autre indicateur, la satisfaction, et bien sûr la sollicitation qui suit. Combien de gens nous ont écrit après avoir demandé quelque chose, donc sur une sollicitation parce qu'ils ne sont pas contents ou parce qu'ils n'ont rien reçu. Les coups de téléphone, combien on a eu d'appels. Et tout ça donne un indice de sollicitation qui nous alerte si on a un indice qui explose. Par exemple, si on a un indice à 40, ça veut dire que 4 personnes sur 10 sont revenues vers nous à un moment donné sur leur parcours. Et donc, ils n'ont pas eu la bonne info, ils ne sont pas contents, ils sont pas… Et on regarde sur ces indices-là, sur tous les indicateurs, où est-ce que ça coince. Et on met en place, on retourne vers les services et on commence à réfléchir avec eux à un plan d'action corrective. Donc voilà, c'est toute une mécanique d'amélioration continue qu'on met en place avec Quali, Quanti, données, enquête mystère dont je ne vous ai pas parlé, avec voilà, une batterie de méthodes et de design de services qu'on fait beaucoup maintenant pour concevoir des nouveaux services. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Parce que du coup, je vous ai dit interaction, et puis là, j'ai tout déroulé comme ça. Je suis désolée. Bonjour. Alors, j'ai une question. Quel est le parcours d'études et professionnel? Ah oui, du coup, je ne vous ai pas raconté comment j'ai commencé. Alors, ma vie, mon œuvre, j'ai fait un master de psychologie sociale en environnement à Paris 5. Je me suis mise à mon compte tout de suite. Comme directrice d'études, j'ai fait ma boîte pendant 8 ans et mes principaux clients étaient le service public parce que j'avais déjà très vite compris que c'était dans ce domaine-là que j'avais envie de mettre mes compétences à leur service pour améliorer. J'ai fait beaucoup d'études marketing quand j'étais à mon compte aussi pour mettre du beurre dans les épinards. Donc, j'ai fait aussi des études sur les sèche-cheveux, les machines à laver, les fers à repasser, tout ce que vous voulez. Mais c'est bien ça de le faire parce que ça vous permet de faire rentrer beaucoup de méthodologie dans vos mains parce que ce sont des études très courtes. En un mois, on doit avoir fait la propale, le terrain, le résultat, présentation. Donc, ça vous permet d'être hyper concentré pendant un temps très réduit sur une étude et délivrer des résultats opérationnels. Et puis en parallèle, j'avais des grosses études plutôt dans l'univers du service public, beaucoup sur la mobilité. Et j'ai fait au moins 5 ans d'études pour les services publics sur la nuit. J'étais un peu la spécialiste, on est 2 ou 3 en France à travailler sur la nuit. Perception de la nuit, vécu de la nuit, mobilité la nuit, offre de service la nuit. Voilà. Et au bout de 8 ans, la ville de Paris étant un de mes clients, ils m'ont demandé si j'avais envie de rentrer à la ville pour poursuivre des projets sur la nuit. Donc, je suis devenue Madame Nuit, mais en interne, pendant plusieurs années, tout en recommençant à faire des études en interne aussi. Et là, l'engouement a pris. Très vite, on a frappé à ma porte tout le temps pour faire des études plutôt que de travailler sur la nuit. Voilà, j'ai développé la cellule au fur et à mesure que les besoins augmentaient. Vous avez passé un concours parce que quel est le statut Non. Non, je suis rentrée, j'ai signé un contrat de 3 ans. Ouais. À la ville, à l'époque, on pouvait signer 3 ans, maintenant c'est plutôt 2 ans. Et renouveler, puis renouveler. Et puis au bout de 6 ans, ils m'ont CDIsé. Et puis, vous savez, après, il y a des vagues de titularisation. On m'a proposé pendant 8 ans de me titulariser, j'ai refusé. Et voilà. C'est un parcours assez classique chez les contractuels à la ville qui rentrent d'abord pour 2 ans, puis qui restent et qui sont CDIsés. Ouais, je profite pour préciser qu'on a effectivement parmi les diplômés de 16, un certain nombre que je ne peux pas vous chiffrer, mais si vous regardez notre enquête sur l'insertion professionnelle des diplômés, il y a des chiffres précis que je n'ai plus en tête. Ils sont assez nombreux à travailler dans des collectivités locales. Et effectivement, la plupart du temps, c'est en CDD. Ils enchaînent des contrats de 3 ans oui. Et sont sans doute globalement trop jeunes pour ensuite déjà être titularisés. Donc, c'est possible. De même, je rebondis sur le début de carrière. On a beaucoup de diplômés qui sont lancés dans l'aventure entrepreneuriale. Alors moi, je dois vous dire que franchement, s'il y a un moment dans la vie où il faut le faire, c'est au début.
parce que vous n'avez pas de besoin financier de dingue, vous n'avez pas un crédit immobilier et 3 gosses. Et finalement, c'est pas du tout c'est beaucoup moins flippant de se lancer comme entrepreneur quand on a 25 ans que quand on en a 35. Et parce que c'est pas les mêmes enjeux financiers, vous n'avez pas tous les besoins que vous aurez plus tard. Mais je vous le dis parce que franchement, moi je l'ai vécu et je l'ai tellement bien vécu qu'il n'y a pas trop à craindre. Et puis, et ça vous oblige à apprendre beaucoup plus vite aussi. Je me suis retrouvée à Baptiste fait donner des… remarquer, Peggy, Baptiste nous fait remarquer que c'est pas ce qu'on nous a dit au début de la matinée. Eh oui, comme quoi, il n'y a pas de vérité. Et moi, je tempérerais Ça un dépend peu. ça dépend du tempérament des gens. Ça Ouais. dépend du tempérament. Parce que quand on est comme moi, quand on me posait des questions, quand on me disait est-ce que tu peux faire telle étude alors que j'avais que 25 ans, je disais oui, même si dans les faits, je n'avais peut-être pas les compétences à ce moment-là, mais je donnais tout pour que au bout du compte, l'étude soit de qualité, comme si j'avais tout maîtrisé depuis le début, et ça nous oblige à apprendre beaucoup plus vite. Quand un jour j'ai été pressentie pour rentrer, j'étais encore déjà à mon compte, et j'ai été pressentie par une boîte d'études Quali pour laquelle je faisais de la sous-traitance. Et je me suis retrouvée en entretien et je ne savais pas que c'était un entretien d'embauche. Et les gars, ils m'ont dit, ce serait bien que vous rentriez chez nous, etc. Je dis, mais ah bon, mais pourquoi faire? Parce que vous apprendriez beaucoup de choses et tout ça. Et en fait, je sais que les chargés d'études juniors à ce moment-là, j'aurais fait beaucoup moins de choses chez eux que ce que j'ai fait quand j'étais en libéral à ce moment-là, parce qu'il fallait que j'organise du terrain, que je fasse des entretiens, que je réalise toutes les étapes quand j'étais à mon compte, alors qu'en tant que chargé d'études junior dans cette boîte, j'aurais fait de la prise de notes de focus group, j'aurais fait une simili-analyse, j'aurais attendu 1 an pour être face au client pour présenter les résultats, et ainsi de suite. Mais c'est une question de tempérament. Il y a des gens qui ont besoin d'assimiler lentement et doucement, en toute sécurité, sans prendre trop de risques, parce que sinon ça les met en insécurité. Et puis d'autres comme moi qui préfèrent foncer et réinventer l'eau chaude s'il faut pour faire croire qu'elles maîtrisent, et ensuite ça passe. Et puis voilà, j'ai même donné des formations à 26 ans à des gens qui étaient en entreprise sur les études, et j'étais complètement flippée parce que je me disais mais je vais avoir des gens qui ont 10 ans de plus que moi et je vais leur apprendre les études, et donc au début c'était très dur pour moi, mais il faut faire illusion. Et du coup le fait d'enseigner vous fait apprendre beaucoup plus vite, ça consolide vos connaissances et du coup vous maîtrisez plus vite. C'est le stade ultime de la maîtrise, c'est d'enseigner. Donc voilà, c'est une question de temps. J'ai Olivier, peut-être une question, Peggy. Il me semble que vous avez accueilli des étudiants donc en 2e année en alternance. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment se passe alors la réponse doit être courte parce qu'on commence à être dépassé, mais c'est quand même peut-être quelque chose qui peut intéresser les étudiants. Comment vous voyez cette articulation entre l'activité qui est la vôtre et puis ces alternants, et puis pour le dire plus rapidement, comment vous voyez en quoi la formation amène des compétences, etc., qui peuvent être utiles quand on est dans cette période d'alternance? Alors, chaque année je prends, jusque l'année dernière, je prenais 2 alternants, que ce soit à 16 ou que ce soit dans d'autres universités. L'année dernière, ou l'année d'avant, enfin, j'ai toujours au moins un alternant chargé d'études. Et l'année dernière, j'ai pris aussi un alternant analyse de données, puisqu'on a commencé à faire cette nouvelle activité. Cette année, cette activité de data s'est transformée en poste, donc on a embauché quelqu'un. Et je continue à prendre j'ai une alternante, Léa Ridel, qui est chez vous. Voilà. Donc, comment ça se passe? En général, les apprentis chez moi sont quand même, sans vouloir trop nous jeter des fleurs, on est quand même très accueillants et très aidants, très accompagnants. Notre équipe est vraiment très sympa et toujours prête à aider les gens qui viennent d'arriver, d'autant que ça tourne donc chaque année, donc on a l'habitude. Et mon objectif est toujours une montée graduelle de mes attentes. Les premiers mois, je leur donne de l'analyse de verbatim, savoir construire un questionnaire, aller faire du terrain. J'ai besoin que les gens aillent sur le terrain, rencontrer les usagers, les entendre, avoir des vraies relations avec les usagers et pas travailler en chambre comme ça, sans savoir à qui on s'adresse. Ça met du corps, ça leur fait comprendre que les questions doivent être très simples
ça leur met des enjeux, le fait de rencontrer les usagers qui sont pas intello, qui sont concrets. On doit avoir un usager, il comprend ou pas notre question, il la comprend pas, on transforme le questionnaire. Donc voilà, donc il y a cette approche très pratico-pratique, et puis très vite, je leur confie une étude, puis 2, puis 3, pour voir quel est leur niveau d'autonomie au fur et à mesure, en particulier sur l'analyse. Souvent, ça peut prendre du temps d'être autonome sur l'analyse des résultats, c'est quand même le plus dur dans notre métier. Voilà, donc là, par exemple, Léa, alors elle, je l'ai autonomisée beaucoup plus vite que les autres. Je ne sais pas si c'était lié à la situation où voilà, on travaille à distance, donc c'est pas toujours simple, mais je l'ai autonomisée beaucoup plus vite. Elle nous a même fait carrément une étude toute seule sur un test de service numérique, et on a bossé ensemble sur l'analyse, on a repris le rapport, mais comme elle a de très fortes capacités déjà de rédaction et d'analyse, ça s'est fait en Je précise qu'elle est en formation continue, hein, donc un peu plus âgée que la moyenne de nos étudiants. Elle est un petit peu plus âgée, ça se sent. Voilà, donc oui, ce que vous apprenez dans ce master doit effectivement vous outiller. Aujourd'hui, je le vois bien, quand ils arrivent en master 2 chez moi, ils ont déjà, la plupart du temps, les réflexes sur comment on construit une étude, comment on va s'y prendre. Voilà. Après, il y a quand même, au cours de cette année de master 2, beaucoup d'apprentissages qui viennent nourrir au fur et à mesure le boulot que moi je leur demande de faire sur le terrain. Donc c'est vraiment c'est une progression aussi bien universitaire que chez moi, et ça se répond beaucoup. J'ai l'impression, hein, c'est pas toujours chaque année comme ça, mais j'ai l'impression que ça se répond beaucoup. Voilà. Non, très bien. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question à prendre? Sinon, je crois qu'on a pris un quart d'heure de retard sur la totalité de la matinée. Je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai commencé avec 10 minutes de retard, moi. Oui, absolument. Donc, ça n'a pas été cumulatif. On a réussi à contenir le retard. On l'a pris au démarrage, à la première intervention. Retard. D'accord. Pas d'autres questions? N'hésitez pas. Hein, c'est le moment ou jamais. Par chat ou oralement, n'hésitez pas. Une fois. Est-ce que ça vous a intéressé au moins? Est-ce que ça vous donne des pistes, tout ça, d'aspiration vers des domaines qui vous ont été exposés ce matin? Oui, merci. Ok, Ryan. Merci, ouais. Merci pour la réaction. Voilà. Oui, c'était très intéressant. Pardon, Nadia, oui, allez-y. Non, je disais juste que toutes les interventions au cours de la matinée étaient très intéressantes. Voilà, on a essayé de faire un panachage de situations assez différentes pour montrer cette diversité. Moi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que, notamment après l'intervention de Peggy, c'est qu'on a beau être dans des domaines très différents, c'est à peu près toujours les mêmes démarches et les mêmes méthodes. Donc, ça veut dire qu'il faut bien soigner sa formation aux méthodes et puis généralement sa capacité d'analyse. C'est fondamentalement ça. Et après, ça va se déployer dans des contextes extrêmement divers en fonction de nos appétences et des hasards de la vie. Mais il y a quand même un point commun à tous ces métiers des études et du conseil. Et c'est à ça que nous, on essaye de vous former. Quoi. Voilà. Tu as une question? Ouais, exactement. Je pense que l'objectif, c'est pas de Sarah. Peggy, puis après Olivier. D'accord. Non, c'est effectivement pour moi, les gens qui sortent d'un master comme le vôtre, ils doivent avoir une tête bien faite en termes d'analyse et d'avoir dans leur besace déjà un semblant d'expérience méthodologique qui leur permettent de sortir de là en disant « je sais faire des entretiens ». Peut-être pas animer un groupe, mais je sais analyser un groupe et prendre en note tout ce qu'il y a à prendre en note pour pouvoir l'analyser. Je sais rédiger un rapport sous différentes formes, que ce soit du PowerPoint ou d'autres supports beaucoup plus interactifs. Et après, comme je vous l'ai dit, moi, quand je me suis mise à mon compte, j'ai fait du sèche-cheveux comme des études hyper exploratoires sur la perception de la nuit. La méthode, c'était la même. Le principal, c'est que vous maîtrisiez la méthode. Après, vous pouvez l'appliquer effectivement à tous les domaines pour lesquels vous aurez plus d'appétence.